La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence ce matin par ce qui s'est passé hier en milieu d'après-midi, Olivier. Mardi, 15h54. La date et l'heure sont inscrits en gros titres à la une des Échos. Avec 12 ans de retard, Flamanville démarre, annonce le quotidien économique. Après 17 ans de chantier calvaire, comme l'appelle le journal, EDF a mis en service son premier réacteur EPR en France. Et c'est une très bonne nouvelle, même si la question du coût de l'électricité produite se pose encore, souligne David Barrault dans son éditorial. Cette mise en service nous donne une occasion de nous réjouir. Oui, ne boudons pas notre plaisir, écrit aussi Irène Chospé dans l'Opinion. Ce réacteur va produire de l'électricité pendant 60 ou 80 ans. Le nucléaire repart à plein régime, se félicite aussi le Figaro en une. Alors que notre pays avait importé de l'électricité en 2022, son solde net est redevenu positif en 2023 et il a retrouvé son rang de premier exportateur européen d'électricité. Le renforcement de la puissance du nucléaire civil contribue à sa souveraineté énergétique avec un faible impact carbone. Alors, rouler tambour, sonner trompette, eh bien, pas pour tout le monde. Libération, ce matin, éteint la lumière et a décidé de ne pas consacrer une ligne à l'événement. Et pendant ce temps, que se passait-il sur le front politique, Olivier ? Mardi, Élysée, 15h54, rien. Toujours pas de Premier ministre. Et là, la lecture des papiers des journalistes politiques, vous sentez l'immense désarroi. Pour paraphraser Churchill, on pourrait dire que leur métier consiste en ce moment à tenter de prévoir ce qui va se passer le lendemain et le jour d'après à nous expliquer pourquoi rien ne s'est produit comme il l'avait prédit. Mais c'est à cause de la méthode employée, enrage Guillaume Tabar du Figaro. Emmanuel Macron a engagé le 23 août un round de discussion avec les partis. Puis il y a eu un deuxième, puis un troisième, puis un mouvement continu de consultation jamais conclu ni conclusif. On aurait pu imaginer le huis clos maximal jusqu'à la fumée blanche façon conclave, s'énerve-t-il. Un conclave ? Tiens, ça, l'idée plaît bien à la Croix. Et d'ailleurs, ce matin, Alain Raymond, le facétieux chroniqueur du quotidien catholique, rappelle que, face à un problème quasi similaire, les habitants de Viterbe, au XIIIe siècle, avaient trouvé la solution. Viterbe, c'est dans cette petite ville du centre de l'Italie que s'est effectivement tenu le plus long conclave de l'histoire de la papauté en 1268. Il a duré 2 ans et 9 mois. Excédé de ne plus avoir de pape, la population avait fini par enfermer les cardinaux à clé. Cum clave, oui. D'où le mot conclave, et puis les amis au pain sec et à l'eau. Et Alain Raymond de se demander si on ne pourrait pas faire la même chose à Emmanuel Macron, à l'Élysée, tant qu'il n'a pas choisi son Premier ministre, ce qu'il faut quand même bien dire, ne serait pas très chrétien. Bon, les journaux ont donc pris ce matin le parti d'en rire. Ouais, mais c'est un peu le rire du désespoir. À la une de l'Opinion, Nicolas Bétou raille lui aussi le président et son comique de répétition, comme il dit. Le défaut du genre, précise-t-il, c'est qu'il peut vite lasser l'auditoire et se retourner contre l'apprenti humoriste. Et d'ailleurs, à la une du Parisien aujourd'hui en France, on ne rit plus du tout. Parce que pendant ce temps-là, le déficit se creuse, titre le journal. 5,6 au lieu de 5,1. C'est 10% de déficit public de plus que prévu. C'est absolument considérable. Ce chiffre devrait imposer un peu de sagesse, écrit Nicolas Charbonneau dans son éditorial. Dans un monde normal, on parlerait de catastrophe. Dans une entreprise, on baisserait le rideau. Mais la politique est un univers parallèle, comme disait Chirac. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Alors, est-ce une conséquence maintenant de l'impéritie de notre personnel politique ? En tout cas, l'information donnée par le Figaro donne froid dans le dos. Jamais les jeunes dans notre pays ne se sont autant bourrés d'antidépresseurs. En 4 ans, le nombre de 12-25 ans ayant eu recours à ces médicaments a bondi de 60%. Ah oui. 60%. Depuis 2020, la santé mentale des adolescents et des jeunes adultes s'est particulièrement dégradée, écrit Chaya Baldassari. En cause, évidemment, les effets des confinements et, à mon avis, la séquence politique que nous traversons depuis la dissolution ne va pas arranger les choses. N'êtes-vous pas un peu trop dur avec notre personnel politique, Olivier ? Si, vous avez raison, Dimitri, car il s'est quand même passé un événement majeur hier dont on a trop peu parlé. Gabriel Attal a planté son arbre. Ah. C'est une tradition républicano-jardinière. Au bout de 6 mois à Matignon, le Premier ministre a droit de planter un arbrisseau dans le parc. Bénéficiant donc de l'incapacité de son président à lui trouver un successeur, Attal a finalement atteint la date fatidique. Il a donc pris son seau et sa pelle hier et a donc planté, en petit comité, nous révèle le Parisien, un érable cannelle. Érable cannelle, ça rappelle un peu
l'ours cannelle, qui avait beaucoup occupé le mandat de Jacques Chirac en ce temps où on s'occupait déjà des vrais problèmes de ce pays. Le journal nous précise que c'est une essence à croissance très lente. Je crois que cela, tout le monde l'avait déjà compris. Je l'appelle cannelle parce que son corps est bronzé. Et savez-vous de quand date cette tradition de l'arbre primo-ministériel, Olivier Delagarde? Raymond Barre, 1978. C'est le premier à l'avoir fait. Ça a été perpétué. Ensuite, il n'y a que Jacques Chirac, je crois, qui ne l'avait pas fait en 1986. L'arbre. Vous savez tout. Wikipédia, c'est tout. Vous savez tout. Vous êtes un puits de science.